Your Excellencies, distinguished Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet événement officiel organisé en marge de la 23e session de l'Assemblée des États parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Bienvenue à tous ceux qui sont présents dans cette salle, ainsi qu'aux centaines de participants qui nous rejoignent en ligne via la retransmission en direct. Cet événement se déroulera en anglais, avec une traduction en français, en espagnol et en arabe. Ici, dans la salle, via les écouteurs, mais également sur Zoom en ligne en utilisant le bouton d'interprétation où vous pouvez sélectionner votre langue. L'événement sera enregistré dans les 4 langues. Pour le bénéfice de notre public en ligne aujourd'hui, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Nazat Chamin Khan. Je suis procureure adjointe à la Cour pénale internationale. Je vais modérer cet événement parallèle, un 5e crime d'écocide, considération liminaire. La discussion sur un crime d'écocide dans le cadre du statut de Rome s'est développée rapidement ces dernières années. Et les événements parallèles à cette assemblée ont suivi ces progrès. Depuis les examens initiaux des possibilités en 2019, jusqu'à la convocation du groupe d'experts indépendants en 2020, l'émergence d'une définition consensuelle du groupe en 2021, la pertinence de ce crime dans le contexte de plus en plus préoccupant de la crise climatique et écologique mondiale en 2022, et les perspectives de certaines des victimes nombreuses et variées de l'écocide lors de l'Assemblée de l'année dernière à New York. En septembre de cette année, le groupe de travail de la CPI sur les amendements a formulé une proposition officielle visant à inclure un crime indépendant d'écocide dans le statut de Rome. Proposition présentée par les États de l'océan Pacifique que sont Vanuatu, Fidji et les Samoa. Les discussions sont donc entrées dans une phase plus concrète, même si nous n'en sommes qu'au début de la conversation entre les États parties dans le contexte de ce groupe de travail. Le statut de Rome est bien sûr destiné à traiter les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Les actes qui menacent le plus la paix, la sécurité et le bien-être du monde. Dans le contexte de la crise climatique et écologique, au moins 3 États parties ont clairement indiqué qu'ils croyaient fermement que les dommages massifs et la destruction d'écosystèmes vitaux par l'activité humaine pouvaient être considérés comme constituant précisément une telle menace. Ils ont décidé d'ouvrir une conversation plus large entre les États parties en présentant cette proposition. La République démocratique du Congo a d'ores et déjà déclaré publiquement son soutien lors d'une conférence de presse. Il convient de noter que l'Union européenne a adopté cette année une directive révisée sur les crimes contre l'environnement, qui prévoit une infraction qualifiée capable de traiter certains comportements, je cite, comparables à l'écocide, comme indiqué dans les considérants de cette directive. C'est la première fois que ce terme est utilisé dans la législation de l'UE. Les pays de l'Union européenne, une proportion importante des États parties ici présents, devront harmoniser leurs propres codes pénaux au cours des 2 prochaines années afin d'intégrer au minimum ces dispositions. Un certain nombre d'États parties ont également soumis des propositions de loi sur l'écocide à leurs parlements nationaux ou les ont fait progresser. Nous pouvons donc observer une dynamique croissante autour de la reconnaissance de l'écocide en tant que crime grave, dans le contexte de laquelle l'ouverture officielle de discussions au sein du groupe de travail sur les amendements au statut de Rome se révèle appropriée et opportune. L'événement d'aujourd'hui examinera quelques considérations préliminaires essentielles que le groupe de travail devra prendre en compte. La raison d'être générale et le moment choisi pour cette proposition, les implications de l'écocide en matière de droits de l'homme, la relation entre la proposition et les initiatives juridiques parallèles, les preuves du soutien de la société civile, le point de vue des jeunes
et quelques considérations essentielles en matière de définition. Pour commencer, je voudrais remercier nos hôtes, la République du Vanuatu, la République des Fidji, l'État indépendant de Samoa et la République démocratique du Congo. Merci d'avoir organisé cet événement en association avec Stop Écocide International, la Fondation Stop Écocide, l'UCLA Low Promise Institute Europe et le Climate Council. En 2019, le Vanuatu, dans cette même salle, a été le premier pays à exhorter les États parties à envisager l'ajout de l'écocide dans le statut de Rome. Pour ouvrir notre discussion aujourd'hui, nous avons avec nous l'envoyé spécial pour le changement climatique et l'environnement de la République du Vanuatu, Monsieur Ralph Regenvanu. Monsieur Regenvanu, vous avez la parole. Your Excellencies. Excellences, distingués collègues, membres de la Cour et invités, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour représenter cet événement officiel organisé en marge de l'Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale. Événement intitulé « Un 5e crime d'écocide, considération préliminaire ». Nous avons un panel composé d'un éventail d'orateurs distingués et diversifiés qui aborderont les éléments clés d'un crime d'écocide. Mon pays, le Vanuatu, reste attaché au système du statut de Rome et à son mandat de garantir la justice pour les crimes les plus graves affectant la paix et la sécurité de l'humanité. Vanuatu a ratifié le statut de Rome en 2012, reconnaissant que des institutions fortes et crédibles sont essentielles pour parvenir à la paix et à la sécurité internationale. Le Vanuatu est resté depuis lors un fervent défenseur du système de statut de Rome dans le Pacifique. Le droit relatif à l'écocide est un sujet d'une importance particulière pour le Vanuatu. Nous avons une longue histoire de promotion de son adoption en tant que 5e crime international et nous avons été le premier État à demander à cette Assemblée, lors de sa 18e session, d'envisager sérieusement l'ajout de ce crime au statut de Rome. Il est fondamental pour le Vanuatu, en tant que nation vulnérable déjà confrontée aux effets du changement climatique, que la communauté internationale trouve des moyens efficaces de dissuader, d'empêcher et de faire en sorte que les auteurs de graves destructions environnementales ne soient pas traduits en justice. Le Vanuatu soutient une vision de la justice qui reconnaît la relation de renforcement mutuel entre les droits de l'homme et les droits environnementaux et considère que la pénalisation de l'écocide est une étape cruciale dans notre lutte collective contre l'impunité. La communauté internationale a évolué depuis l'élaboration du statut de Rome, tout comme le corpus du droit international. Compte tenu des menaces graves qui pèsent sur les patrimoines écologiques et culturels, il est de plus en plus nécessaire de renforcer le rôle des tribunaux au niveau national, régional et international afin d'appliquer les normes environnementales découlant des considérations de politique internationale. Au mois de septembre cette année, Vanuatu, avec le soutien des nations du Fidji et du Samoa, a pris la décision formelle de proposer un crime international indépendant d'écocide. Bien que Vanuatu reconnaisse que l'examen d'un nouveau crime n'est pas une question à aborder à la légère, nous pensons néanmoins qu'il s'agit d'une conversation dans laquelle il est essentiel que tous les États parties s'engagent. La destruction grave de l'environnement, qu'elle soit commise en temps de guerre ou de paix, a des effets étendus et à long terme qui dépassent les frontières et affectent à la fois les générations d'aujourd'hui et de demain. En outre, ces destructions sont souvent au cœur de la commission de crimes prévue par le statut de Rome. Vanuatu maintient donc la pertinence de l'écocide en tant que l'une des infractions les plus graves qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde et mérite donc d'être prise en compte de manière spécifique dans le statut. Des discussions sont actuellement en cours au sein du groupe de travail sur les amendements et nous invitons chaleureusement tous les États parties à apporter leur contribution au cours des prochains mois et par la suite. Je vous remercie. Vinaka Vakalevu, thank you, Vanuatu. Vinaka Vakalevu, merci Vanuatu d'avoir ouvert cette importante conversation. J'aimerais maintenant accueillir les remarques de son Excellence M. Christian Ndongala, ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bruxelles. La ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, Madame Eve Bazaiba, a récemment déclaré que son pays soutenait l'initiative du Vanuatu, des Fidji et de Samoa
concernant la loi sur l'écocide lors d'une conférence de presse en Colombie à l'occasion de la COP 16 de l'ONU sur la biodiversité. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir l'ambassadeur Ngongala à l'AEP. Excellence, vous avez la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des États parties, distingués délégués, la République démocratique du Congo a l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour exprimer son soutien résolu à l'initiative portée par la République du Vanuatu, Fidji et Samoa, afin que l'écocide soit reconnu comme 5e crime international dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. En effet, nos écosystèmes qui abritent la 2e plus grande forêt tropicale du monde, reconnue comme le premier poumon mondial en termes de séquestration de carbone, nous fournissent des biens et services vitaux tels que l'approvisionnement en nourriture et en médicaments, la régulation du climat, la purification de l'air et de l'eau, ainsi que la pollinisation et d'autres services. Tous ces services essentiels sont gravement menacés par des activités destructrices qui, dans de nombreux cas, relèvent de véritables crimes contre la nature. La définition de l'écocide proposée par les États insulaires comme acte illicite ou arbitraire commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l'environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables, établirait une base juridique solide. En instaurant une responsabilité pénale personnelle pour les décideurs, elle renforcerait considérablement la redevabilité et aurait un effet véritablement dissuasif. Cette initiative marque un changement de paradigme fondamental. La nature n'est pas une réserve inépuisable de ressources à exploiter sans retenue et sans sagesse. Il est temps de reconnaître que l'on ne peut extraire indéfiniment d'une planète aux ressources limitées et que détruire la nature revient à compromettre la pérennité même de la vie et la survie de l'humanité. La COP 16, qui vient de se tenir en Colombie, nous a tous interpellés sur l'urgence, la nécessité et l'opportunité d'établir la paix avec la nature. Bien plus, la vision 2050 consiste à amener l'humanité à vivre en harmonie avec la nature. Dès lors, la reconnaissance de l'écocide devient une étape cruciale pour y parvenir, afin d'inverser la tendance de perte de la biodiversité et remettre la nature sur la voie du rétablissement. Nous saluons cette initiative, que nous considérons comme une solution efficace, car le droit pénal, de par son caractère contraignant, constitue un outil puissant pour répondre aux graves dommages environnementaux en termes de paix, comme en temps de paix comme en temps de conflit. Cette législation aura un effet transformateur sur la planification des projets et l'élaboration des politiques. Elle incitera les investisseurs et les entreprises à intégrer pleinement la protection de l'environnement dans leur processus décisionnel, en plaçant la préservation de la nature au cœur de leur stratégie de développement. Ce nouveau cadre juridique encouragera une exploitation responsable et durable des ressources, en harmonie avec les écosystèmes et les communautés locales. Nous reconnaissons que la présentation formelle de cet amendement important est encore récente
et comprenons que de nombreux États parties souhaitent enrichir les discussions au sein du groupe de travail sur les amendements de New York. Nous encourageons vivement un engagement actif et constructif dans le mois à venir. En conclusion, la République démocratique du Congo, en tant que pays solution face au changement climatique et à la perte de la biodiversité, réaffirme sa détermination à soutenir cette initiative cruciale qui constitue une étape essentielle pour guider la communauté internationale vers une coexistence harmonieuse avec notre planète. Ensemble, nous pouvons défendre la nature contre ces prédateurs éhontés pour le bien de générations actuelles et futures. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellent. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. À l'heure actuelle, le statut de Rome se concentre principalement sur les préjudices commis à l'encontre des êtres humains. Cependant, nous ne pouvons pas échapper à la réalité. Le bien-être des personnes et de la planète sont inextricablement liés. En effet, les États et les commentateurs qui soutiennent la démarche visant à traiter les atteintes à l'environnement dans le cadre du statut de Rome soulignent cette vérité fondamentale pour expliquer pourquoi la destruction de notre environnement commun devrait être considérée comme une menace pour la paix, la sécurité et le bien-être du monde. Nous dépendons de la nature et en faisons partie. Et au bout du compte, la protection des droits de l'homme doit passer par la prise en compte des dommages graves à l'environnement. Nous avons l'honneur de présenter un message à cet égard de la part du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, son Excellence M. Volker Türk. Son Excellence n'est pas en mesure d'être avec nous aujourd'hui en raison d'autres engagements à l'étranger, mais il a soutenu l'appel visant à placer le crime de l'écocide sous la juridiction de la Cour pénale internationale, déclarant que la législation sur l'écocide renforcera la responsabilité pour les dommages causés à l'environnement. Aujourd'hui, il nous a envoyé un message vidéo soulignant le lien intrinsèque entre les violations des droits de l'homme et les atteintes à l'environnement. Nous nous félicitons de son intervention à l'écran. Chers participants, chers collègues, la destruction de l'environnement par les êtres humains n'est pas une nouveauté. La contamination des eaux, des sols, la destruction des forêts ou d'autres écosystèmes, l'éradication de la biodiversité ou la d'éradication de certaines espèces de la faune et de la flore, des pratiques d'extraction non durables et néfastes pour l'environnement, l'inondation ou le détournement de cours d'eau de certains territoires, l'utilisation d'armes causant des dommages à long terme et irréversibles au sol, à l'air et à l'eau, ce sont autant d'actes qui ont déjà été perpétrés par le passé, tout particulièrement dans des contextes de guerre ou de conflit, mais pas seulement. En temps de paix, nous avons vu des atteintes à l'environnement alimentées par l'intérêt des entreprises en la poursuite du profit ou par la corruption ou avec l'intention de faire du mal à un groupe ou à une communauté. Ce qui a changé, ce ne sont pas les actes en eux-mêmes, même si la capacité de l'humanité à mettre à mal l'environnement a augmenté de pair avec nos capacités technologiques. Ce qui a changé, c'est vraiment notre connaissance et l'ampleur des dommages que peuvent causer ces activités et qui peuvent avoir des répercussions sur les générations à venir. Qui peut avoir des répercussions sur notre planète, mais également sur la pleine jouissance des droits de l'homme, le droit à un air propre, de la nourriture, un climat stable, sûr, un environnement non toxique et une biodiversité en bonne santé. Et nous savons également que les dommages environnementaux peuvent être un catalyseur de violence, tensions sociales, pauvreté et de déplacement de population. Et plus les dommages sont importants, plus le risque que ces conséquences soient importantes pour les individus, les communautés et les sociétés augmente.
La compréhension d'un environnement en bonne santé comme étant un bien universel public rappelle le besoin urgent de tenir pour responsables ceux qui ont contaminé ou détruit ces espaces, à la fois en temps de paix comme en temps de guerre, et utiliser tous les outils à disposition au niveau international ou national. La reconnaissance du crime d'écocide dans les statuts de Rome tel que proposé par le Vanuatu, les Fidji et les îles Samoa et soutenu par la République démocratique du Congo, représenterait vraiment une avancée dans le droit pénal international et un véritable changement permettant de garantir effectivement la jouissance de droits humains aujourd'hui et demain. Je nous félicite donc des discussions qui ont été entamées entre les États parties sur cette proposition majeure. Cela pourrait permettre d'assurer la responsabilité en rappelant que la détérioration de l'environnement n'est pas laissée impunie et la reconnaissance de crimes d'écocide comme crime international permettra de développer la justice, notamment pour tout ce qui est violation des droits à un air pur et à un environnement durable. La reconnaissance du crime d'écocide permettrait également de compléter les cadres légaux qui existent au niveau international et national. Il est important de rappeler que l'article 8.2b4 des statuts de Rome punit déjà le crime d'écocide dans le cadre de crimes de guerre visant à détériorer à long terme l'environnement. Et même en dehors des temps de guerre, l'article 7 des statuts de Rome punit également sous certaines circonstances la privation grave de certains droits fondamentaux comme étant un crime contre l'humanité. Conformément avec l'article 21.3 du statut de Rome, ces dispositions doivent être interprétées et appliquées de manière cohérente avec la reconnaissance des droits humains internationaux qui comprend bien sûr le droit à un environnement propre, sûr et durable. Les nombreux développements dans de nombreux pays internationaux visent à prendre en compte l'écocide comme étant un concept juridique et cela irait bien au-delà de la responsabilité pénale. Et reconnaître ce crime serait un point important dans la sécurité, empêchant que ce soit les États, les entreprises ou les individus de s'adonner à de tels crimes et permettrait de garantir la justice et le droit au dédommagement pour les personnes touchées, que ce soit par une compensation financière ou des mesures environnementales. Ce n'est pas une menace abstraite. C'est une réalité qui met en danger le bien-être des générations d'aujourd'hui et demain. Il est donc grand temps de mettre un terme à ces pratiques et de faire preuve d'être vivant pour agir. Je nous félicite de ces échanges en marge de l'Assemblée des États parties et continue en ce sens. Je remercie au commissaire d'avoir pris le temps de nous exposer ces considérations. Nous passerons maintenant à notre premier intervenant. Avocat et auteur de renommée mondiale, Philipson Cassé est professeur de droit et directeur du Centre sur les cours et tribunaux internationaux à l'University College London. Spécialiste du droit international, il intervient en tant que conseiller avocat devant de nombreuses cours et tribunaux internationaux, notamment la Cour internationale de justice, le Tribunal international du droit de la mer, la Cour européenne de justice, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour pénale internationale. Le professeur Sands fait partie du panel d'arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements et du tribunal arbitral du sport. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le droit international, dont Lawless World 2005 et Torture Team 2008. Son livre Retourne à Lemberg sur les origines du crime de génocide et de crimes contre l'humanité 2016 a reçu de nombreux prix et a été traduit en 24 langues. Ses derniers ouvrages sont La filière, Amour, mensonge et justice sur les traces d'un fugitif nazi
et la dernière colonie. Une histoire d'exil, de justice et du passé colonial de la Grande-Bretagne. Il a coprésidé le groupe d'experts indépendants sur la définition juridique de l'écocide avec le juriste sénégalais Dior Fall Sow. Le professeur Sands nous donnera une vue d'ensemble de la justification de la reconnaissance de l'écocide dans le cadre du statut de Rome et nous expliquera pourquoi la récente proposition d'amendement est opportune. Professeur, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame le procureur adjoint. Je commencerai par remercier ceux qui ont organisé cet événement aujourd'hui. Merci pour vos efforts et merci en particulier aux 4 pays qui ont décidé de briser la glace et de proposer formellement un amendement. Je remercie en particulier le Vanuatu, un pays avec lequel j'ai une relation depuis longtemps. Je les conseille depuis 1990. Lorsque le changement climatique est arrivé dans nos préoccupations, personne n'y réfléchissait à l'époque. Je suis assez tardif sur la question de l'écocide. Il a émergé en tant que sujet à la fin des années 60, dans le contexte de l'utilisation de l'agent orange au Vietnam. Le mot a été utilisé en 1972 à l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm. Vous le verrez sur la vidéo, sur YouTube. Il était fait référence à un jour où l'écocide deviendrait une partie de l'ordre légal international. Je suis allée à l'école de droit dans les années 70-80 et personne ne nous parlait de l'environnement. Nous n'avions pas de cours de droit de l'environnement, ça ne faisait pas partie de notre programme, nous n'y pensions pas. Et puis il a émergé dans nos consciences graduellement. Pour moi, c'était en avril 1986, lors de l'accident de Tchernobyl, en Ukraine. À l'époque, nous avons commencé à réfléchir à notre dépendance envers cet environnement partagé. C'était un élément catalyseur. Cela a placé l'environnement aux priorités internationales. En 1986, la Cour internationale de justice a reconnu pour la première fois l'obligation de protéger l'environnement. En 1998, à Rome, en juillet, les négociations ont permis de créer le statut de la Cour pénale internationale. J'étais présent, j'étais à la délégation des îles Salomon. C'est donc très touchant pour moi d'être ici, dans une situation dans laquelle certains États sont des meneurs pour faire avancer notre ordre juridique international. À Rome, dans les négociations, nous avons parlé de l'écocide, mais il semblait trop précoce. Et je dois être franc avec vous. Moi-même, j'étais sceptique. Il me semblait qu'il était trop tôt pour utiliser le droit pénal international à des fins de protection environnementale. Les 4 crimes du statut de Rome portent sur le bien-être des humains, qui est bien entendu fondamental. Nous avons commencé à comprendre que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Et grâce à cette compréhension, cette importance de l'environnement naturel, j'ai réalisé que nous devions utiliser le droit pénal international à des fins de protection de l'environnement en tant que fin en soi. Cela a été publié dans un article en 1972. Christopher Stone, dans un article « Should trees have standing ?» C'est la première fois qu'une approche plus écocentrique a été structurée dans la littérature juridique. Et lorsque j'ai été contacté pour la première fois dans les années 90, dans les années 2000 sur ce point, je dois reconnaître que j'étais sceptique. Même si je soutenais ce qui se faisait en coulisses. Alors, qu'est-ce qui m'a
poussé à changer d'avis, à reconnaître ce besoin d'amender le statut de Rome, de reconnaître la protection de l'environnement en tant que fin en soi, et non pas en tant qu'objectif pour protéger le bien-être de l'espèce humaine, eh bien, c'est mon travail pour rédiger Retour à Lemberg. Je suis revenu sur la période 1944-45, ce moment dans lequel les concepts de crime contre l'humanité et de génocide ont pour la première fois été proposés par deux chercheurs, Pershing Pawlak et Raphaël Lemkin, deux chercheurs d'origine polonaise. Ils ont dû se battre contre des intérêts, des forces puissantes, et ils n'ont pas abandonné. L'histoire de Raphaël Lemkin est particulièrement éclairante pour notre époque. Face à une opposition très puissante, il est parvenu à ses fins, pas avec sa définition originale de génocide. Mais le génocide a été adopté en 1948 dans le premier traité moderne sur les droits humains. Et cette expérience, pensez aux conséquences de l'extermination de masse et à la manière de l'intégrer dans l'ordre juridique international, cela m'a beaucoup touché. Quand l'équipe de Stop Écocide m'a demandé de coprésider avec le juriste sénégalais Dior Folso un groupe de travail sur la définition juridique de l'écocide, j'ai accepté de coprésider ce groupe avec un esprit ouvert. C'était un groupe diversifié. Et c'était important pour moi. Le groupe devait opérer par consensus pour trouver une définition qui convienne à tout un chacun. Ça signifiait que tout le monde devait faire des concessions. Ici, il y a également un aspect générationnel. Dans le journal Le Guardian, on pouvait lire que j'allais coprésider ce groupe de travail. Et c'est la première fois de ma vie que mes 3 enfants, qui ont tous la vingtaine, m'ont envoyé un message WhatsApp pour me féliciter. On dit « Bravo papa, pour une fois, tu fais quelque chose d'utile, pour la première fois. » Pourtant, je pense avoir fait quelque chose d'intéressant dans ma vie. Cela prouve bien que ma génération vous a abandonné et que nous avons une responsabilité. Nous devons reconnaître cela. Et beaucoup, dans le public ici, représentent ma génération. Nous avons bien travaillé, notre génération. Notre groupe de travail a accouché d'une définition qui n'est pas parfaite. Nous avons, dans le droit pénal international, une convention sur le génocide, des normes sur les crimes contre l'humanité, contre les atrocités qui, nous le savons, ne se sont pas arrêtées. Mais la présence de documents, de conventions, qui énoncent des interdictions claires dans le droit international, tout cela a fait changer la conscience internationale. Ils ont transformé notre perspective du pouvoir des États. Et nous savons maintenant que personne dans le droit international n'est autorisé à se jouer des lois. Notre définition n'est pas politique, idéologique, elle n'est pas basée sur une région du monde. Et la composition de ce panel montre qu'il s'agit d'un concept international et transgénérationnel. Il s'agit de faire changer les consciences, de penser au rôle de la loi d'une manière différente, de reconnaître qu'un système de règles qui est pour objectif unique la protection de l'humain n'est pas suffisant. Le haut-commissaire aux droits de l'homme a
énoncé une déclaration importante aujourd'hui et je me réjouis de son soutien, ainsi que du soutien du secrétaire général des Nations Unies, ainsi que de nombreux dirigeants politiques. Mais soyons francs. Malgré toutes les difficultés que connaît la Cour pénale internationale, sa capacité à aborder le traité de l'environnement est presque nulle aujourd'hui. Le statut de Rome actuel ne peut pas s'attaquer à ces défis aujourd'hui. L'on peut examiner la capacité du statut de Rome existant à obtenir une protection environnementale, une responsabilité environnementale. Mais soyons honnêtes, le statut de Rome actuel n'est pas à la hauteur. Et nous devons nous attaquer à cela. Nous devons reconnaître cela pour le bien des générations futures. Nous devrons changer le statut de Rome pour reconnaître la protection de la nature en tant que fin en soi, qui est un objectif sociétal partagé. Et c'est ce sur quoi porte notre proposition. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai une perspective long-termiste en matière de droit international. Je ne m'attends pas à ce que les gouvernements soudainement décident d'adopter des règles sur l'écocide. Mais il me semble inévitable et certain que dans un certain temps, le statut de la Cour pénale internationale doit changer. Nous devons l'amender pour imposer la protection de l'environnement et la responsabilité pénale individuelle pour des infractions massives aux droits de l'environnement. C'est la raison pour laquelle je suis fière de faire partie de ce panel. Je remercie la République démocratique du Congo, le Vanuatu, les Fidji et les Samoa pour leur leadership mondial. Tout cela va se produire. Si ce n'est pas aujourd'hui, cela sera à un moment donné à l'avenir. Je vous remercie pour tous vos efforts. Merci. Thank you very Merci beaucoup, professeur Sens. Vous nous rappelez à quel point la teneur des échanges a évolué à une époque où, il y a quelque temps, on ne parlait pas du tout de l'environnement dans un contexte de droits humains. Aujourd'hui, on sait que le Conseil des droits de l'homme a accepté. Et là, maintenant, on parle de l'environnement dans le cadre du droit pénal international. Donc, je pense que nous sommes à un moment très, très important. C'est facile de vouloir baisser les bras, mais je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons vraiment nous féliciter de tout cela. Nous allons maintenant examiner les développements sur l'écocide dans le contexte particulier, mais mondial, d'une série d'initiatives juridiques prises pour faire face à la crise climatique. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a une audience importante en ce moment à La Haye, parallèlement à cette assemblée, à la Cour internationale de justice. Le Vanuatu a joué un rôle de premier plan dans le cadre de la demande d'avis consultatif des Nations Unies sur les responsabilités légales des États en matière de changement climatique, demande qui a été adoptée par consensus à l'Assemblée générale des Nations Unies l'année dernière. Et de nombreux États témoignent actuellement devant la Cour cette semaine et la semaine prochaine afin d'étayer cet avis consultatif. Notre prochain intervenant a été étroitement impliqué dans cette initiative et dans d'autres initiatives connexes. Professeur Margaretha Ververinck-Singh est professeure associée de droit de la durabilité à la faculté de droit de l'Université d'Amsterdam. Ses recherches et son enseignement portent sur le rôle du droit dans la transition vers des sociétés durables. Auparavant, elle était professeure adjoint de droit public international au Centre Grotius pour les études internationales juridiques à l'Université de Leiden et maître de conférences en droit de l'environnement à la faculté de droit de l'Université du Pacifique du Sud à Port Vila, Vanuatu, où elle a coordonné le programme de droit de l'environnement et dont elle est toujours membre. Elle a publié de nombreux ouvrages dans le domaine du droit de la durabilité, en particulier sur les principaux défis actuels et à venir du Pacifique en matière de droit de l'environnement et de gouvernance, et a agi en
en tant que conseillère juridique auprès de gouvernements lors de négociations internationales sur le changement climatique. Elle a représenté des ONG au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et a conseillé la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme sur le lien entre le changement climatique et les droits de l'homme. Parmi ses nombreuses autres fonctions, elle est également conseillère auprès de Blue Ocean Law, un cabinet international spécialisé basé à Guam, et siège au comité des experts juridiques de la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international, qui a pour mission de promouvoir et de contribuer à la définition, la mise en œuvre et au développement progressif de règles et de principes de droit international relatifs au changement climatique. Professeur, expliquez-nous comment le crime international d'écocide s'inscrit dans le cadre de ces initiatives juridiques sur le climat. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence, chers collègues, chers délégués. C'est un honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui et de contribuer à ces échanges qui tombent effectivement à point nommé et qui sont centraux. Et je souhaitais également remercier la République du Vanuatu, la République des Fidji et les États indépendants du Samoa, ainsi que la République démocratique du Congo pour l'organisation de cet événement majeur. Aujourd'hui, nous sommes à un moment central de l'histoire, peu importe le tournant que prennent les choses. Nous faisons face à une crise environnementale sans précédent, avec des niveaux de pollution importants, une crise mondiale de l'extinction des espèces jamais vues au cours de mémoire d'homme. Et tout cela est intrinsèquement lié, ce qui implique une réponse juridique unifiée et commune. C'est ce sur quoi nous comptons tous. Et c'est ce qui fait l'importance de ce moment de l'histoire. Pas plus tard qu'hier, nous étions à la Cour de justice internationale pour présenter les arguments du groupe de travail mené par le Vanuatu pour alimenter cet avis consultatif sur le changement climatique et les conséquences légales des infractions aux obligations des États. Et cette initiative a vu le jour de la résolution adoptée par l'Assemblée générale au mois de mars 2023. Cette résolution rappelle le besoin urgent d'un cadre dans lequel les États s'entendent pour lutter contre le changement climatique. Et notre position proposée à la Cour de justice est que la conduite que nous adoptons n'est pas simplement pour l'instant destructive pour l'environnement, mais va également à l'encontre du droit international. Et nous parlons d'obligations en matière de droits humains internationaux, du droit environnemental international et d'autres droits internationaux. Nous avons fourni des preuves qui montraient bien que le non-respect de ces obligations s'était déjà traduit par des terribles répercussions sur les populations les plus vulnérables. En parallèle de cette proposition d'amendement des statuts de Rome pour intégrer le crime d'écocide au statut de Rome, qui permettrait de combler un écueil du droit pénal international, cette proposition s'intéresse également sur la responsabilité individuelle des personnes impliquées dans des actes menant à la destruction grave de l'environnement. Et il y a des synergies entre les diverses initiatives. L'arrêt de la Cour de justice internationale pourrait clarifier l'obligation des États en matière de lutte contre les dommages causés à l'environnement. Et cela ouvrirait la voie à une responsabilisation des États au niveau international. Mais sans un mécanisme qui permettrait de tenir pour responsables les individus responsables de ces dommages, eh bien,
sans ces mécanismes, eh bien, les auteurs de ces crimes pourraient continuer à être impunis. Mais les synergies vont bien plus loin. Dans le cadre de ce qui se fait au niveau de la Cour de justice internationale, la criminalisation, la pénalisation de l'écocide est une obligation du droit international. Et cet argument a émané de différentes manières. Tout d'abord, comme obligation en matière de droit international des droits de l'homme, les États doivent prendre des mesures, notamment des mesures légales et législatives pour protéger ces populations contre les violations des droits humains. Donc, ce sont des dispositions qui existent dans le cadre du droit à la vie, du droit à une vie privée, à une vie familiale. Donc, là, dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres traités similaires. Et ces documents définissent déjà un droit à une vie dans un environnement sain. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'obligation, il n'existe pas d'obligation de pénaliser le crime d'écocide au niveau national et international. C'est donc un des cas, il y a combien une autre façon dont cet argument est apparu, ce sont les conséquences légales des infractions et du non-respect de ces obligations. Donc cette obligation positive de pénaliser comme étant une obligation de réglementer, bien souvent, l'on a dit que la façon dont les États protègent leur population pourrait leur permettre de le faire soit par la criminalisation de l'écocide ou par d'autres moyens. Et l'argument proposé par Vanuatu, c'est que la discrétion est limitée lorsqu'il y a une infraction et notamment lorsqu'il y a une violation des droits de l'homme, parce que le changement climatique a déjà causé des effets terribles. Ce n'est qu'en pénalisant l'écocide que l'on pourra garantir les droits humains et s'assurer de la non-récidive. C'est une obligation d'association. Ce matin, un autre argument a été présenté qui va dans la même direction. Et qui reposait sur l'argument du Burkina Faso. L'obligation de ne pas endommager l'environnement et le système environnemental est maintenant repris dans le droit international. Et le Cameroun, a annoncé que lorsqu'il y avait manquement à cette obligation, il devait y avoir des répercussions. Et il était essentiel de coopérer pour mettre un terme à cette infraction. D'où l'importance de la proposition du Fidji, du Vanuatu et des Samoa, parce qu'il s'agit qui rappelle plutôt l'importance de la collaboration dans ce contexte-ci. Donc la logique est tout à fait claire. L'intégration du crime d'écocide dans les statuts de Rome
créerait une dissuasion importante qui indiquerait que la communauté internationale ne tolérerait pas tout acte qui menacerait la vie sur Terre et poursuivrait tous les individus, qu'il s'agisse de représentants des gouvernements, d'hommes d'affaires, et permettrait aux responsables de faire face à leurs responsabilités pour les dommages qu'ils auront causés à l'environnement. Et nous ne pouvons pas suffisamment rappeler l'importance de ces initiatives parce que la volonté politique est souvent pas suffisante pour répondre à ces crises internationales et environnementales qui sont interconnectées. Et nous voyons bien les limites du système actuel. Donc, la responsabilisation est vraiment la voie à suivre. J'encouragerai donc tous les États parties à participer de manière constructive et à contribuer intelligemment au groupe de travail sur les amendements, réfléchissant à l'intégration de l'écocide. Il s'agit d'une véritable opportunité pour la communauté internationale de montrer son engagement pour la protection de notre planète, pour les générations d'aujourd'hui et de demain, et de prendre ses responsabilités partagées pour toute l'humanité. Je vous remercie. Thank you so much. Merci infiniment, professeur. And all the people in this room. Et toutes les personnes présentes dans cette salle savent que l'une des conversations les plus difficiles sur le caractère d'applicabilité du statut de Rome et du droit national est l'espace donné à un État souverain pour prouver à la CPI qu'il dispose de lois et qu'il est prêt à poursuivre les individus. Donc si cette proposition va de l'avant et est adoptée en tant qu'infraction dans le statut de Rome, nous verrons à quel point les juridictions nationales devront adapter leur droit national sur l'écocide et réduire les lacunes en matière de responsabilité entre le droit national et international. Nous sommes impatients d'écouter l'avis consultatif de la Cour de justice internationale. Je me tourne maintenant vers la société civile. Nous savons à quel point le plaidoyer de la société civile a contribué à faire avancer le changement au niveau mondial. Et ces discussions sur l'écocide ont fait l'objet de discussions dans le monde universitaire, dans les médias, de plus en plus souvent ces dernières années. Nous avons vu une augmentation des articles universitaires sur le sujet. Ils ont été multipliés par 40 au cours des 5 dernières années. Et dans les médias également. Notre prochaine intervenante est Sandrine Dixon de Clèves, coprésidente du Club de Rome, l'un des plus éminents collectifs de chefs d'entreprise, de scientifiques et d'intellectuels au monde qui se consacrent aux problèmes les plus urgents de la planète. Madame Dixon de Clèves partage son temps entre la direction du Club de Rome, le conseil, les conférences et la facilitation de conversations difficiles dans de nombreux contextes dans les secteurs publics, privés et de la société civile. Elle est présidente exécutive de l'initiative Earth for All du Club de Rome. Elle siège également dans plusieurs conseils non exécutifs et consultatifs importants pour la protection de l'environnement. Elle est également associée principale et membre de la faculté du Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Elle est ambassadrice de la Commission pour la transition énergétique et de la Wellbeing Alliance et membre de l'Académie mondiale des sciences et des arts. En 2020, elle a incité le Club de Rome à unir ses forces avec celles de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact du climat afin de créer un plan d'urgence planétaire. Elle est également conférencière à TED et auteure de Quel monde pour demain. Elle a été reconnue par Reuters comme l'une des 25 femmes pionnières mondiales en 2023 et par Greenpeace comme l'une des 30 femmes les plus influentes au monde pour faire évoluer l'économie à faible émission de carbone et pour promouvoir les entreprises vertes. Elle nous rejoint aujourd'hui depuis les États-Unis. Madame Dixon de Clèves, nous aimerions savoir ce que vous avez appris grâce à l'enquête menée cette année
par Earth for All et par l'Alliance mondiale pour les biens communs, en particulier en ce qui concerne la loi sur l'écocide, mais également dans le contexte du rôle et de la responsabilité que le public attribue au gouvernement dans la situation actuelle de crise mondiale. La parole est à vous. Madame la Présidente, merci. Excellence, membre du tribunal, de la Cour, chers invités, merci de m'avoir invité pour faire entendre la voix de la société civile, le besoin, la nécessité que l'écocide soit reconnu en tant que 5e crime international. Le lien entre la survie de l'humanité et un environnement sain pour l'humanité sur cette planète est fondamental. Le changement climatique et la perte de biodiversité sont les menaces existentielles les plus grandes que connaît l'humanité. Et nous savons depuis 1972, grâce aux membres du Club de Rome, grâce aux scientifiques et économistes du monde entier, que cette crise est croissante. Il s'agit d'une crise environnementale et sociale. Dans le rapport limite à la croissance, nous avons vu qu'avec la croissance de la population, avec l'extraction et le productivisme, il s'agit de la menace la plus grave à la survie des humains sur cette planète. Le bien-être mondial est en déclin. Il s'agit d'une menace humaine, pas uniquement planétaire. La croissance du PIB, de la population, la perte de biodiversité et le changement climatique créent une division du bien-être qui se réduit et les tensions sociales, elles, augmentent. En outre, les résultats les plus récents des économistes du monde entier et des scientifiques montrent que le coût de l'inaction est plus élevé que le coût de l'action. Qu'à 1,5 degré, nous perdrons 3% de croissance du PIB. À 4 degrés, nous perdrons plus de 10% de croissance. Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas que d'une protection de notre planète. L'écocide, comme je l'ai dit, est également une crise humaine. Que pensent les habitants de la planète de l'écocide? C'est incroyablement important. Nous sommes entretenus avec les citoyens qui représentent 22 pays, 22 000 participants de l'âge de 18 ans à 75 ans. Nous avons vu dans notre enquête que 72% d'entre eux considéraient que l'écocide devait être vu comme une infraction pénale. Le sondage nous montre que 88% s'inquiètent de l'état de la nature aujourd'hui, 87% s'inquiètent de son état pour les générations futures. Les citoyens dans le monde entier savent de plus en plus que nous atteignons des points de bascule sociaux et environnementaux. 69% des personnes que nous avons contactées considèrent que nous sommes proches de ces points de bascule. La majorité des habitants de la planète savent que l'action est nécessaire aujourd'hui. 71% des personnes interviewées considèrent que nous devons agir immédiatement dans les 10 années à venir pour réduire les émissions de CO2. 52% de ces personnes les plus touchées aux risques environnementaux demandent un changement immédiat, car ces personnes sont personnellement touchées par le changement climatique et par la perte de biodiversité. Mesdames et messieurs, ces résultats montrent que même si les gouvernements nous disent souvent, même si les partis politiques qui ont politisé le changement climatique et la nature pour créer davantage d'inquiétude et d'inaction, nous montrent que le lien entre peuple, politique et planète démontre que même les gouvernements qui s'approchent de l'extrême droite, même avec ces gouvernements, les citoyens considèrent que l'action est nécessaire. Comment embarquer davantage de citoyens dans cette trajectoire? Les personnes que nous avons contactées considèrent que l'heure de l'action est venue, que nous devons mettre en place une loi sur l'écocide.
Nous devons comprendre comment mieux communiquer avec ces personnes. Nous devons mettre en place des processus démocratiques pour permettre à cela de voir le jour. Davantage d'assemblées citoyennes nous permettrait d'avancer et d'embarquer davantage de personnes dans cette trajectoire du changement. Mesdames et messieurs, je conclurai en indiquant à quel point il est fondamental de continuer à se battre pour une loi sur l'écocide, une loi qui s'appliquerait au monde entier. Cette discussion que nous avons aujourd'hui est fondamentale. Elle a lieu à un moment où nous savons à quel point il est difficile de continuer notre lutte pour la justice climatique, pour la justice environnementale et pour la justice humanitaire, et ce, afin de survivre sur cette planète qui est notre foyer. Notre publication Earth for All a expliqué exactement comment nous pouvons continuer à vivre dans un environnement sûr, à garantir que chacun puisse prospérer et pas uniquement survivre. Nous devons nous assurer qu'une loi sur l'écocide soit reconnue en tant que 5e crime international. Nous devons rendre le droit international conforme à ce nouveau 5e crime international. Aujourd'hui, nous devons protéger les plus vulnérables et demain, nous devrons protéger tous les citoyens du monde, que ce soit dans le sud comme dans le nord. Je vous remercie. Much indeed. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ce sont des données, des statistiques qui nous donnent un bon avis de ce qu'on pense sur le terrain et que les gouvernements ignorent à leur risque et péril. Passons maintenant à ce que l'on entend exactement par écocide. Le groupe d'experts indépendants coprésidé par le professeur Sands et convoqué par la fondation Stop Écocide et la définition qui a été proposée par le Vanuatu, Fidji et Samoa pour examen. Afin de réfléchir aux enjeux de cette définition, le professeur Daryl Robinson, professeur de droit à l'Université de Queen's au Canada, nous rejoint. Il est un ancien diplomate, conseiller juridique canadien et a participé à la négociation de la Cour, à la négociation du statut de la Cour pénale internationale, y compris la définition des crimes. Il a également participé à la négociation des éléments des crimes de la CPI. Il a participé à la rédaction de la législation canadienne sur les crimes internationaux et a aidé d'autres pays à mettre en œuvre leur législation. Il est un expert reconnu des concepts et principes de droit pénal et du droit pénal international. Et il est aussi un ancien collaborateur du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais revenir sur certains des enjeux de la définition de l'écocide. Et c'est pertinent dans le cadre de cette discussion d'amendement des statuts de la Convention de Rome, mais c'est également pertinent pour tous les États qui envisagent d'adapter leur législation nationale. Il y a 3 ingrédients pour concocter une définition de l'écocide. Tout d'abord, le niveau d'impact, donc quelle est l'ampleur qui déclencherait l'utilisation du concept des possibles. Ensuite, quel est l'élément mentable et ensuite, quels sont les critères d'illicéité qui régissent cette définition. Donc, concernant le premier ingrédient, eh bien, le niveau d'impact, la plupart des propositions, y compris celles du panel et proposées par le Vanuatu, a utilisé une certaine forme des dommages à l'environnement large, à long terme et grave. On les retrouve par exemple dans le protocole additionnel 1 et d'autres statuts de la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires hostiles. Donc, il faut parfois une cumulation de ces 3 critères et parfois exclusif. Donc on dit parfois qu'il faut toujours que le dommage soit grave et parfois aussi à long terme
ou d'ampleur. C'est vrai que lorsqu'on parle d'écocide, c'est pertinent d'avoir un critère d'ampleur. Ensuite, il y a le deuxième ingrédient dans cette recette, c'est l'élément mental. Une option, ce serait l'intentionnalité. L'intention d'endommager l'environnement. Mais est-ce que quelqu'un agit véritablement avec pour objectif de nuire à l'environnement? Lorsque l'on prend en compte cet aspect-là, ça veut dire que l'on sait qu'il peut y avoir des effets secondaires. Mais même dans les sciences environnementales, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas toujours prévoir ces effets de manière tout à fait sûre. Donc la proposition du Vanuatu adopte une autre approche avec une probabilité d'effets secondaires. Il y a d'autres systèmes qui utilisent des termes différents. Il y a aussi on sait que cette connaissance de la probabilité d'effets secondaires est reprise dans d'autres arrêtés, d'autres cours. L'article 30 des statuts de la Cour pénale rappelle que l'intention et la connaissance des effets, ce sont les éléments mentaux par défait qui sont donc, on a des éléments mentaux différents. Et les États parties ont déjà réfléchi à tous ces éléments dans les statuts, notamment pour les enfants soldats. Donc, cette connaissance du risque ou cette connaissance de la potentialité se retrouve également dans d'autres documents de la Cour pénale, notamment sur l'utilisation de certains emblèmes ou de certains drapeaux. Donc, cette connaissance de la probabilité rentre dans le système du droit pénal international et va de pair avec d'autres concepts. Ensuite, le dernier ingrédient, c'est le critère de l'illicéité. Comment faire concorder ce concept avec les principes environnementaux? Il s'agit d'une conversation avec les principes environnementaux établis et ces principes rappellent qu'il faut quand même que nous ayons une empreinte environnementale sur notre environnement pour pouvoir nous habiller, manger et ainsi de suite. Mais ce que ces principes essaient de faire, c'est de promouvoir une meilleure gérance, intendance environnementale. Et donc, est-ce que nous faisons tout ce qu'il est en notre pouvoir pour limiter les effets sur l'environnement? Est-ce que vous garantissez l'équité entre les générations d'aujourd'hui et de demain? Donc, c'est autant de considérations qui sont prises en compte là-dedans. Donc, dans la réflexion autour du crime d'écocide, eh bien, il s'agit d'une conduite irresponsible qui ne prend pas en compte tous ces éléments mentionnés. L'idée des responsabilités est reprise par la formulation de l'illégalité dans la définition du droit international, mais aussi illégale dans le droit national. Et c'est très important parce que parfois les lois nationales ne sont pas respectées. La définition pourrait s'arrêter après l'illégalité, mais si le droit national ne réglemente pas certains sujets, ou s'il n'y a pas des permis non raisonnables qui n'ont pas été réglementés. Donc, il y a un autre aspect qui a été intégré, c'est celui de d'être injustifié. Donc, il s'agit d'une action menée aveuglément sans prendre en compte les effets à long terme. Et donc là, cela permettrait d'intégrer des analyses d'impact qui n'auraient pas pris en compte tous les effets sur l'environnement. Donc il y a bien sûr des forces et des faiblesses pour chaque formulation.
les États ont déjà accepté une définition équilibrée dans le cadre de crimes de guerre, par exemple. Mais il nous faut un texte qui reprendrait l'idée que ces actions ne prendraient pas en compte les effets sur l'environnement et le bien commun. Il y a un article disponible en ligne qui rentre dans le détail de ces 3 ingrédients de cette recette, mais j'espère vous avoir donné un aperçu général. Thank you so much. And of course, a question that... Merci infiniment. Et bon, nous nous posons tous la même question. Comment faire le compromis entre concept de préjudice environnemental et dégradation environnementale et les concepts traditionnels de responsabilité pénale? Nous verrons ce que font les experts de cet équilibre à trouver. Je passe maintenant à la perspective de la jeunesse. Le professeur Sens l'a dit un peu plus tôt, nous sommes désolés pour ce que nous avons fait à l'environnement. Nous sommes vieillissants, mais nous n'avons pas réussi notre relation d'intendance avec l'environnement. Dans toutes les conversations, dans tous les mouvements sur l'environnement, il est important d'écouter la voix des jeunes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Debbie Buyaki, une planteuse d'arbres, qui a fondé un projet de plantation de culture d'arbres qui couvre aujourd'hui 6 des 7 continents et qui a permis de planter des milliers d'arbres et d'obtenir un certain nombre de récompenses notables. Elle est actuellement co-responsable mondiale de Youth for Ecocide Law et responsable de Youth for Ecocide Law Afrique. Elle travaille avec Stop Écocide International pour que les atteintes massives à l'environnement, l'écocide, soient incluses en tant que 5e crime dans le statut de Rome. Elle s'intéresse tout particulièrement à la protection des enfants, des jeunes et des populations autochtones par le biais de cette législation. Elle est auteure et animatrice d'un podcast centré sur le climat, Flight Over Nature's View. Elle a une formation en justice pénale et criminologie et en droit international. Madame Buyaki, nous écoutons la voix des jeunes dans le contexte de cette discussion. Merci beaucoup. Excellences, distingués invités, collègues, mesdames et messieurs, et l'ensemble des âmes guerrières du monde entier. C'est un véritable honneur pour moi d'avoir la chance de donner une voix aux nombreuses personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Avec le silence d'une étendue sauvage, je vous invite à passer 10 prochaines secondes avec moi pour écouter, pour tenter de voir le frêle battement de cœur de notre planète. To the 3 species that go extinct in every passing hour. 3 espèces qui disparaissent toutes les heures. Plus de 100 baleines dont l'abattage légal a été décidé cette année en Islande. 200 000 hectares de forêts tropicales qui disparaîtront d'ici la fin de la journée, plongeant des milliers de personnes dans la désolation. Les 17% de l'écosystème terrestre qui ne sont plus écologiquement intacts. Remaining 3% of land. Ce qui signifie que seuls les 3% de terres restantes constituent des habitats intacts et sains pour la croissance et l'habitat des espèces originelles. 99% des récifs coralliens qui devraient disparaître si le réchauffement de la planète atteint 2 degrés. Tous ces éléments et bien d'autres encore sont des puits de carbone inhérents qui continuent de disparaître. Dois-je continuer? Dois-je continuer à nous tendre le miroir? Nous ne pouvons pas nous séparer. Parler de la nature ou de la Terre sans parler de nous. La Terre compte 8,7 millions d'espèces. Oiseaux, insectes, plantes, bactéries, sans oublier les êtres humains. La Terre et toutes ces espèces, dans leurs différents écosystèmes, méritent de vivre autant que nous. Comment pourrions-nous survivre les uns sans les autres? Où trouverions-nous notre eau, notre air, notre essence, notre être? Quel que soit le tissu de la vie qui les constitue, c'est le même tissu dans lequel nous sommes taillés. À l'approche de l'échéance de 2030, les données scientifiques ont toujours été claires.
nous devons modifier nos actions. Faute de quoi, la Terre ne sera plus en mesure d'assurer notre survie et celle des milliards d'autres espèces qui la peuplent. Cependant, la crise climatique et écologique, si elle n'est pas urgente, n'est apparemment pas assez alarmante, en particulier pour ceux qui y contribuent massivement. La responsabilité est devenue un concept qui a été jeté par la fenêtre d'une maison en feu appelée Terre. Les jeunes du monde entier continuent à dire clairement que cela ne peut plus durer, que cela doit cesser. Cela doit cesser. Nous sommes, et nous serons bientôt, la majorité de la population mondiale. Et nous sommes la prochaine, voire l'actuelle génération du changement. Si je peux me permettre de vous donner un exemple, au cours des années précédentes, que se serait-il passé si nous nous étions bâtis si durement pour défendre le droit humain à la vie, s'il n'existait pas de loi stipulant qu'il ne faut pas tuer? Comment défendrions-nous ce droit si le meurtre était autorisé? Lorsqu'il s'agit de l'environnement et de ses écosystèmes, comment pouvons-nous essayer si fort, moi y compris, qui ai planté des milliers d'arbres dans le monde, et beaucoup d'autres jeunes qui s'efforcent de nettoyer les océans, de purifier l'air et ainsi de suite. Comment pouvons-nous essayer si fort de réparer la planète si, au contraire, la détruire, l'exterminer, n'est pas vu comme mauvais? Nous devons avoir un garde-fou pour savoir jusqu'où nous pouvons aller en tuant notre seul foyer, comme l'indique le sens du mot écocide en grec et en latin. Permettez-moi de zoomer sur mon Afrique bien-aimée. La réalité de ce garde-fou nécessaire est une question littérale de vie ou de mort. Le deuxième poumon de la Terre, après la forêt amazonienne, se trouve dans le délicat écosystème du Congo. Et nous ne pouvons pas parler de quoi que ce soit en Afrique sans mentionner le Congo. Par exemple, la transition juste, dont nous parlons tellement, est intimement liée au Congo. C'est au Congo que l'on trouve le plus grand gisement de minéraux du monde, nécessaire pour soutenir la transition, les véhicules électriques dont nous faisons tant l'éloge. Qu'est-ce que cela signifie pour la forêt tropicale, les écosystèmes, les communautés, les peuples indigènes? Extermination de masse? Extinction de masse? Écocide? Le pétrole brut et les minerais rares, comme le vibranium, que l'on trouve en Afrique de l'Est, qu'est-ce que cela signifie pour eux? Qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr, le développement doit avoir lieu. Les économies doivent être construites. Ne vous me prenez pas. Mais comment cela sera-t-il fait? Et quel en sera le prix? Est-ce que tuer le seul foyer de chacun de nous est un prix trop élevé ou trop bas? Changeons de sujet maintenant, avant de commencer à nous disputer sur le fameux débat peuple contre profit ou économie contre environnement. Permettez-moi de vous montrer la beauté rare du sol africain, sa jeunesse. 70% de la population africaine est composée de jeunes. C'est la main-d'œuvre la plus forte, la plus nombreuse et la plus intelligente du continent. Qu'est-ce que cela signifie pour le succès si nous incluons réellement la majorité de la population dans toutes les tables de prise de décision? Qu'est-ce que cela signifiera pour aller de l'avant en termes de durabilité et de continuité de décision telles que le vote en faveur de la loi sur l'écocide? Que signifiera-t-il en termes de passage de témoins? Nous avons les chiffres et il serait prudent que la majorité de la population soutienne les décisions cruciales pour tous. Nous ne pouvons pas être exclus. En conclusion, dans notre société, la loi représente ce que nous valorisons, ce que nous voulons protéger, préserver et même régénérer. La loi est comme un miroir, un reflet de nos valeurs et de notre morale en tant qu'être humain, de notre conscience profonde. Je vous implore de vous placer du bon côté de l'histoire, du côté juste de l'histoire, du côté de la justice, et de soutenir cet amendement à la loi sur l'écocide. Dans 50, 60, 80 ans, j'espère que nous serions fiers de l'avoir fait. Même si la vie est faible et diminue rapidement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais cette vie doit être protégée pour maintenir cet espoir. C'est notre chance d'écrire notre héritage sur cette planète. Faisons-le correctement. Je vous remercie.
Thank you. And I think Merci. Je pense que nous n'aurions pas pu conclure de meilleure manière cette discussion. Les statuts de Rome étaient déjà un travail considérable à l'époque de sa négociation parce que les statuts reflétaient l'état du droit dans la plupart des juridictions nationales, mais reflétaient également la vision de l'époque du droit. Et c'est aujourd'hui l'opportunité de s'intéresser à de nouvelles opportunités, des crimes basés sur le genre. Le droit international reflète le comportement de l'humanité, mais ce sujet rappelle l'importance du statut de Rome et rappelle la pertinence de la Cour pénale internationale dans le cadre des problèmes de notre société. Et ce sont des échanges centraux pour l'avenir de l'université. Je suis fière d'avoir animé ce panel. Je remercie tous les panélistes pour leurs interventions stimulantes et variées. Et je remercie encore nos hôtes, la République du Vanuatu, la République des Fidji, l'État indépendant de Samoa et la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux organisations de soutien, Stop Écocide International, Stop Écocide, la Fondation Stop Écocide, l'Institut UCLLO Promise et le Climate Council, ainsi qu'aux équipes qui ont facilité la traduction et les retransmissions en direct. Merci à l'envoyé spécial du Vanuatu et merci également à Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo pour leurs interventions. Pour conclure, je voudrais souligner l'importance de cette conversation dans le contexte du statut de Rome et du droit pénal international qui sont confrontés à une remise en cause de leur propre pertinence, comme je l'expliquais, s'ils n'acceptent pas le besoin de s'adapter et faire preuve de plus de flexibilité par rapport à la réalité de ce qui se passe sur notre planète. J'ai remarqué ces 2 derniers jours le nombre sans précédent de petits États insulaires qui ont demandé une accréditation pour participer à cette assemblée des parties prenantes. Et je ne peux qu'en conclure que l'intérêt des États insulaires s'explique par justement ces échanges, parce qu'ils sont touchés par les changements de l'environnement. Donc, c'est une conversation essentielle et en tant qu'originaire des Fidji, je suis bien consciente de l'enjeu de ces échanges. C'est une conversation qui parle même de l'existence même des petits États du Pacifique. Donc, nous avons une prise de conscience bien plus importante de la protection de l'environnement dans le contexte des statuts de Rome, qui devrait orienter notre réflexion dans les prochains mois. Cette conversation fait maintenant partie prenante des échanges et je suis certaine que nous allons suivre de près les évolutions des prochaines semaines. Je souhaitais rappeler que les États parties pourraient bien avoir des questions spécifiques liées à la proposition d'amendement sur l'écocide qui a été présentée. Nous n'avons pas le temps de répondre à ces questions maintenant, mais j'ai le plaisir de vous informer qu'un événement plus informel, une clinique juridique sur le thème de la définition de l'écocide et des questions connexes, aura lieu ici au Forum mondial demain de 15 h à 18 h dans la salle Everest 2 en présence d'experts, y compris le professeur Robinson, qui pourront répondre à vos questions. Les représentants des États et conseillers juridiques sont les bienvenus. Merci à tous, merci à notre public ici en salle et en ligne. Ça a été un honneur et un véritable plaisir de vous avoir parmi nous et pour moi d'animer ce panel. Merci à vous tous et merci à notre panel.